Ok, alors bonsoir et puis tout d'abord merci à Alterum de me donner la possibilité de m'exprimer sur le sujet des seniors, qui est quand même un sujet qui concerne une large partie de la population et qui nous concernera tous un jour ou l'autre. Peut-être juste quelques mots d'introduction pour me présenter. Donc, je m'appelle Delphine Bachmann, j'ai 34 ans. Je fais de la politique depuis l'âge de 20 ans. Je suis infirmière de formation. J'ai étudié à la Haute École de Santé à Genève. J'ai un parcours qui touche plutôt à l'oncologie. Et puis après, d'autres formations postgraduées. J'exerce aujourd'hui à la direction des cliniques Hirslanden à Genève, la Colline et les Grangettes, où je m'occupe notamment de tout le développement des activités. Donc, même si je ne suis plus au contact direct des patients, je m'engage toujours bien évidemment pour la qualité des soins et de ce qui est proposé en offre en santé à la population. Et puis, donc, en parallèle, j'ai un mandat politique. Je suis élue au Parlement genevois, donc comme députée. Et je serai aussi candidate au Conseil d'État, donc aux élections gouvernementales du canton de Genève en 2023, en avril, donc dans quelques mois. Ce soir, je souhaitais vous faire une présentation, mais aussi pouvoir, dans un deuxième temps, débattre, répondre à vos questions, ou alors aussi être challengée sur ce que je propose. Mon approche, elle consiste à pouvoir partir de qu'est-ce qu'on imagine que c'est être senior, quelle est l'image que l'on en a, qu'est-ce que c'est réellement et quelles sont leurs difficultés en 2022 et quelles sont les propositions, alors à titre politique, que nous pouvons proposer pour répondre à cet enjeu. Voilà. Donc, je suppose que vous voyez ma présentation à l'écran. Donc, en fait, aujourd'hui, être senior, ça signifie quoi? J'ai fait le travail d'aller chercher sur Internet à quoi ça ressemble. Et puis, ma foi, être senior en 2022, eh bien sur Internet, vous trouvez beaucoup de belles choses, mais pas nécessairement la réalité. Et on a l'impression aujourd'hui que être un senior en 2022, c'est soit être quelqu'un de très actif, tout à fait épanoui, heureux, qui part en vacances régulièrement, qui reste actif potentiellement au plan professionnel, ou alors l'image que l'on peut en avoir, c'est des personnes âgées, très dépendantes, très isolées, parfois hospitalisées ou dans un home, dans un EMS. Et voilà, donc il y a un petit peu pour moi cette dualité. C'est des images que l'on va retrouver typiquement dans des flyers utilisés par la police, par les assurances maladies, par différentes corporations. Et ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'en fait, ça ne reflète pas du tout, à mon sens, ce qu'est réellement être senior aujourd'hui. Et je pense que ça induit aussi en erreur la société plus jeune, la société aussi, la classe politique. Et ça nous éloigne en fait de la réalité que ce que c'est qu'être un senior en 2022. Je pense que ce qui est intéressant et comment moi je le définirais, aujourd'hui, la réalité d'être un senior, c'est quoi? Je pense que déjà, il y a un facteur d'unicité, c'est-à-dire que chaque senior est unique, a un profil, a un parcours de vie. Il ne nous appartient pas de juger si c'est juste ou faux. On doit juste prendre en compte cette unicité qui va aussi avec des besoins qui sont différents de part et d'autre. Et, et la réalité d'un senior n'est pas nécessairement la réalité de l'autre. Je pense qu'aussi que être un senior aujourd'hui, c'est, eh bien, ma foi, être dans une société qui est très changeante. Quand on regarde, et j'aime bien prendre cet exemple, j'ai une grand-maman qui a 88 ans, qui a donc, parce que j'ai deux enfants de 4 et 6 ans, qui est donc devenue arrière-grand-mère. Et puis, elle me disait encore très récemment que si on lui avait dit à 20 ans qu'elle deviendrait grand-mère un certain nombre de fois, mais arrière-grand-mère de manière multiple également, elle ne l'aurait jamais cru. Donc, on est dans une société qui change au plan médical, parce qu'aujourd'hui, les gens vivent plus vieux, vivent plus longtemps, et tant mieux, mais on aimerait surtout qu'ils vivent mieux plus longtemps plutôt que
d'être maintenu dans un statut qui n'aurait pas nécessairement favorable. Et puis, bien évidemment, changeante au sens de tout l'environnement dans lequel ils sont. Certains seniors d'aujourd'hui sont nés, n'avaient pas le téléphone, n'avaient pas la télévision et basculent dans un monde aujourd'hui qui est devenu très numérique, très au travers des écrans, très décentralisé et qui ne correspond pas à la réalité dans laquelle eux ont été formés, dans laquelle eux ont grandi. Et je crois qu'on sous-estime largement l'adaptation qu'on leur demande au quotidien dans cette société qui change et qui évolue. L'autre point, si je dirais que la réalité des seniors, eh bien, c'est aussi une évolution, en fait. Elle est évolutive, leur réalité. Aujourd'hui, senior, ça peut vouloir dire, quand vous êtes un senior sur le marché du travail, on va vous considérer à partir de 50 ans. Mais en fait, la réalité senior, c'est que c'est à quelque part jusqu'à la fin de la vie. Et le parcours de vie entre peut-être 50 ans, 65 ans, 75, 80, parfois bien plus âgés, c'est pas du tout la même réalité et c'est pas du tout les mêmes besoins. Donc cette évolution, elle est évidemment à prendre en compte et on peut pas proposer au niveau politique et sociétal un contexte de vie qui est identique entre quand on a 65 ans ou quand on a 85 ans. Et je pense que c'est une richesse, mais on doit la prendre en compte parce que sinon, à force de vouloir proposer des mesures génériques, eh bien, on se trompe parce qu'on est incapable de toucher tout le monde. Et puis, je pense que la réalité des seniors, elle est aussi multidisciplinaire. On le voit, par exemple, et Alterum en est un bon exemple, dans la diversité des prestations proposées. C'est très multidisciplinaire. On va toucher à la santé, on va toucher à la vie sociale, on va toucher aussi à la réalité de l'habitat, de la mobilité. Toutes ces thématiques, en fait, elles vont toucher les seniors de manière très différente selon l'angle que l'on prend. Et dans le monde de la santé, on travaille vraiment de manière très multidisciplinaire. Quand vous êtes soigné pour une maladie, vous avez souvent tout un panel de spécialistes qui s'installent autour de vous et qui vous prennent en charge. Et je pense que aujourd'hui, il est essentiel dans la réalité des seniors d'aujourd'hui d'avoir cette approche multidisciplinaire et de ne pas séparer l'approche santé de l'approche sociale, de l'approche de comment la personne va se déplacer, de où est-ce qu'elle va habiter, de comment est-ce qu'elle va faire ses démarches administratives. Et c'est vrai que si on prend l'exemple des soins à domicile, je reprends souvent cet exemple. Quand j'étais jeune étudiante et que je travaillais dans les soins à domicile comme job d'appoint durant un été, j'étais arrivée chez une personne âgée pour faire le suivi habituel et sous son carnet de suivi se trouvait toute une pile de courriers qu'en fait, je pense que cette personne n'arrivait plus à gérer son administratif et son courrier. Et ce carnet qui était pourtant quotidiennement rempli était sous un amas de papiers administratifs, dont des troisièmes rappels de factures, dont des mises aux poursuites, avec toutes les conséquences que l'on imagine que ça peut avoir. Mon rôle était aussi de ne pas ignorer cette réalité sociale et cette difficulté, mais de la prendre en charge et d'aller chercher, si je ne suis pas la bonne personne, parce qu'on n'est pas multi-expert, d'aller chercher les ressources pour pouvoir aider les seniors à faire face en fonction de leur réalité et de leurs besoins à ces différents aspects de la vie. Et puis, je pense, pour terminer, que la réalité des seniors, elle peut aussi être joyeuse dans les images que l'on a vues. Bien évidemment, il y a ceux qui sont tout à fait épanouis et heureux, mais on a tendance aussi à avoir cette image qui peut parfois correspondre malheureusement à la réalité de seniors qui ne font malheureusement plus grand-chose ou se retrouvent très seuls. Mais la réalité des seniors, c'est aussi beaucoup de joie. C'est un apport intellectuel, c'est dans certaines constructions familiales des gens qui deviennent grands-parents, qui deviennent arrière-grands-parents, qui continuent d'enrichir le monde et leur monde avec leur regard et qui continuent d'avoir un certain nombre d'activités et de contribuer, et ça on le verra plus tard, aussi à leur manière à la société dans laquelle on vit. Donc, si on réfléchit un petit peu aux enjeux en 2022, et là je prends volontairement un angle
politique, c'est quels sont les challenges auxquels, en tant que politique, on doit être capable de répondre pour permettre aux seniors d'intégrer pleinement la société et de bien vivre ce troisième ou voire ce quatrième âge assez régulièrement. Je pense que le premier point qui est très important, c'est éviter les phénomènes de marginalisation. On a une tendance, même parfois dans les familles, pour ceux qui en ont, à marginaliser les seniors, à les catégoriser comme étant âgés, pas nécessairement capables de contribuer. Et puis, je pense que le Covid a mis en évidence ça aussi au travers de toute la prise en charge de la santé et de la priorité que l'on donne aux seniors. Quand je regarde toutes les discussions qu'on a eues, qui avaient vraiment un fondement éthique important sur, voilà, quand il y avait beaucoup de malades, beaucoup de gens qui avaient le Covid, jusqu'où devait-on soigner les gens? Est-ce qu'on aurait dû s'arrêter avant parce que l'âge serait devenu un critère? Est-ce qu'on doit nécessairement continuer de prendre en charge ces seniors dans des infrastructures surchargées dans lesquelles potentiellement il aurait fallu faire des choix de soigner ou de ne pas soigner certaines personnes pour pouvoir assurer la capacité sanitaire. Et c'est vrai qu'à titre personnel, j'avais été très choquée tout à coup de la manière dont on se disait, en fait, finalement, ces gens-là, ils ont déjà assez bien vécu, donc au final, s'ils partent, c'est pas si grave. Quand on a perdu quelqu'un dans sa famille qui est âgé, c'est aussi un bout de notre vie qui s'en va. Et je pense qu'on est nombreux à partager ça. Et le regard en fait que l'on peut avoir et la reconnaissance que l'on peut avoir, c'est aussi de considérer ces personnes qui ont contribué largement à notre société au cours de nombreuses années et de les considérer jusqu'au bout avec dignité et en les prenant en considération. Et donc, je pense que c'est très, très important de ne pas basculer dans cette marginalisation en banalisant, en fait, les seniors. Il y a un film qui est sorti sur la question, qui posait cette question, je crois que le film était au Japon, et où c'était mis en place, en gros, c'était une ligne où les seniors pouvaient appeler, qui se voulait provoquant, le film, où les seniors pouvaient appeler, puis on s'occupait de tout et de mettre fin à leur vie, etc. Et ça, le film avait pour but de provoquer et de questionner sur notre rapport, en fait, à la vieillesse, à la fin de vie. Et il faut, à mon avis, pas basculer dans ce phénomène-là de banaliser les seniors parce qu'on estime qu'à quelque part, ils ont suffisamment vécu. Et je pense que le Covid a mis en évidence quand même des discussions qui questionnent au niveau éthique. Et je pars du principe qu'aujourd'hui, le politique doit mettre en place un contexte social qui permet d'éviter ces phénomènes, car chacun et chacune a une place dans notre société, de la naissance, mais aussi jusqu'au bout de la vie. Et puis, on peut aussi parler de marginalisation, évidemment, par exemple, dans le monde du travail. On va parler de la fracture numérique juste après, mais voilà, dans le monde du travail, dans le fait aujourd'hui que on entame une carrière à 20 ans, mais on va faire, contrairement à avant, ou peut-être qu'on faisait tout son parcours professionnel dans une même entreprise, à un même poste, très défini. Aujourd'hui, les vies professionnelles, elles sont multiples et le monde change tellement qu'évidemment, une profession qui fait du sens aujourd'hui ne fera pas nécessairement du sens dans 10, 20 ou 30 ans et va donc nécessiter des adaptations. Et l'enjeu est de ne pas marginaliser celles et ceux qui, en cours de parcours, se retrouvent peut-être moins en adéquation avec ce que j'ai mentionné avant, qui est l'évolution de notre monde. Le deuxième enjeu pour moi qui est très important en 2022, c'est celui de la fracture numérique. En fait, on veut tellement basculer dans le numérique à tout va parce que c'est rapide, parce que c'est pratique, parce qu'on peut tout faire avec son téléphone à distance, aussi sans contact social. Ça, c'est une des conséquences. Et on oublie parfois que c'est aussi privé d'un certain nombre d'accès. Une partie de la population, que sont les seniors, qui ne sont pas nécessairement tous à l'aise avec Internet, et je peux bien les comprendre parce que je pense que ça n'est pas facile de s'y mettre quand on n'a pas grandi avec, et notre génération particulièrement ne doit pas l'oublier. Donc, ce qui concerne la fracture numérique, évidemment, on peut parler de tout ce qui est accès à l'administration,
À Genève, on a déposé un texte avec le centre. Un de mes collègues médecins a déposé un texte qui vise à lutter contre l'électronisme, qui est un phénomène qui touche notamment les seniors, mais aussi parfois les personnes qui n'ont pas eu accès à des technologies et qui sont plus jeunes. Pour dire, mais c'est pas parce qu'on est en train de basculer dans le numérique pour plein de choses et c'est très bien, on doit oublier celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec. Et donc on doit mettre en place des guichets qui permettent l'accès. On doit mettre en place une transition qui permet de ne pas oublier ceux qui n'ont pas grandi avec ça. Et puis, l'enjeu de la fracture numérique, on le retrouve aussi ici chez les seniors qui sont encore en emploi ou qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle et qui peuvent se trouver un peu mis à l'écart par des collègues plus jeunes qui vont forcément être plus à l'aise souvent plus à l'aise avec les outils technologiques. Et chacun a sa place dans un monde professionnel et on doit garantir cette place-là aussi à celles et ceux qui ne sont pas à l'aise. Donc, l'enjeu des nouvelles technologies et de comment est-ce que on peut, comme senior, s'approprier ou comme politique, mettre en place des mesures qui permettent d'éviter l'isolement, c'est très important en 2022. Le troisième enjeu, c'est la précarité. La précarité des seniors parce que, eh bien, à la fois, heureusement, les gens vivent beaucoup plus longtemps, mais quand ils ont commencé à cotiser peut-être à l'AVS il y a 30, 40, 50 ou 60 ans, ils n'imaginaient pas vivre aussi longtemps, ils n'imaginaient pas forcément vivre dans un monde aussi cher. Et puis, particulièrement pour les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont en fait travaillé pour leur mari de manière invisible dans des entreprises, dans des sociétés, en s'occupant d'un certain nombre de choses, mais qui en fait n'ont jamais déclaré leur travail, qui n'a jamais été formalisé, et qui du coup se retrouvent avec des rentes qui restent quasiment identiques, avec un niveau de vie qui s'élève chaque année. Et on retrouve ce phénomène avec l'inflation qui risque de faire basculer encore plus de seniors dans la précarité. Donc la précarité, c'est un des gros enjeux aussi que l'on a au niveau politique, c'est comment empêcher le basculement dans la précarité et comment assurer en fait à des gens qui ont pour la plupart travaillé toute leur vie, qu'ils pourront avoir une retraite digne qui leur permette de vivre. Le quatrième point, c'est le maintien en activité et le maintien à domicile. Aujourd'hui, le maintien en activité, il est possible pour beaucoup qui souhaitent continuer à travailler ou continuer à contribuer au travers du bénévolat, par exemple. Si on imagine toutes les heures qui sont passées aujourd'hui par un certain nombre de personnes à la retraite, à s'occuper de leurs petits-enfants, à s'occuper des voisins, à s'occuper aussi bénévolement en étant investi, par exemple, dans une association musicale, sportive, religieuse. C'est tout des heures, en fait, de travail qui sont dévouées à la société et pour lesquelles il y a peu de reconnaissance et aussi peu de reconnaissance de l'apport que ça a pour le fait de rester en bonne santé parce que quand on est actif, on est évidemment on se sent mieux. Et puis le maintien à domicile, parce que on est toujours mieux chez soi. Alors ça s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites à domicile en termes de soins à domicile, l'ergothérapie, la physiothérapie, la nutrition. Les médecins se déplacent aussi beaucoup plus à domicile. Mais ça doit rester un objectif de pouvoir maintenir une qualité de vie à la maison en étant en sécurité. Et c'est là où les outils technologiques peuvent souvent beaucoup nous aider, mais il faut aider les aînés à s'approprier aussi ces nouvelles technologies qui peuvent parfois être envahissantes dans leur environnement et qui touchent aussi parfois à quelque part à la dignité de chacun et de chacune. Voilà, je me rappelle de certaines personnes âgées qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ce gros bracelet sur lequel vous voulez me vendre ce gros bracelet sur lequel je dois appuyer si par exemple je me fais une chute, j'ai pas envie de porter ça et puis d'abord je sais très bien me débrouiller seule et puis je ne tombe pas et je comprends aussi ce sentiment parfois que devoir demander de l'aide ou devoir accepter certaines mesures ou prises en charge à domicile, ça n'est pas évident. Et puis, le dernier point que j'ai mis, c'est la valorisation de l'engagement des seniors. Ça rejoint ce que je mentionnais par rapport au maintien en activité. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'engagement des seniors est très reconnu. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à faire des activités de manière totalement bénévole et on doit avoir une meilleure reconnaissance de cette plus-value pour la société. Donc, voilà un petit peu les enjeux que j'identifiais cette année. Maintenant, pour parler en fait de la
place des aînés et de ce qu'on souhaite mettre en place, ou en tout cas la politique que je souhaite mettre en place pour les aînés, c'est une politique de proximité. En fait, ce qui fait principalement de l'accompagnement et de la lutte contre l'isolement une priorité, qui favorise le maintien à domicile, mais aussi le lien intergénérationnel. Trop souvent, on a tendance à sectoriser et il faut que l'on apprenne à faire mieux ensemble et à tenir compte de la richesse que les aînés peuvent apporter. Et leur engagement au service de la collectivité doit être reconnu, doit être mieux valorisé, ainsi que leur expérience et les compétences qu'ils acquièrent au cours de leur vie, qui peuvent être aussi des compétences transversales au-delà des compétences purement techniques. Si je viens maintenant sur les mesures concrètes auxquelles j'y réfléchis, et évidemment, l'objectif est que vous puissiez aussi vous exprimer, soit ce soir, mais aussi dans les commentaires ou en me contactant sur ce que vous en pensez, ou si vous avez évidemment d'autres idées qui proviennent du terrain pour pouvoir améliorer ce quotidien. La première mesure, c'est renforcer le lien intergénérationnel parce que c'est une des clés pour lutter contre les phénomènes de marginalisation. Si on regarde aujourd'hui, plutôt que il y a des projets, par exemple, et ça passera beaucoup par l'habitat. Si on continue de faire des immeubles de personnes âgées ou de seniors qui sont isolés et qui ne sont, où ils sont, en guillemets, tous au même endroit, et puis on met les familles ailleurs, ça ne marchera jamais. Il y a des projets immobiliers, et il y en a à Genève qui ont bien fonctionné, où on retrouve dans un même lieu un EMS, des immeubles avec un encadrement médical, mais où les personnes sont quand même en location d'un appartement, où vous avez au rez-de-chaussée des espaces pour les personnes handicapées. Vous avez aussi des espaces dédiés à une crèche. Et puis, il y a par exemple des appartements pour étudiants qui sont mis en location à un prix très préférentiel en échange de services rendus aux aînés. Et ça donne lieu, avec des espaces de vie communs, ça donne lieu à des rencontres, à des activités communes où chacune peut trouver sa place, mais où on évite de mettre chacun dans une case. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très positif et ces projets doivent se renforcer. Le lien intergénérationnel, ça reste une des clés pour permettre aussi aux seniors de rester intégrés dans la société. Le deuxième point, c'est de permettre le maintien en activité et de mieux valoriser l'engagement des aînés au service de la collectivité. On peut imaginer avoir par exemple, sur le maintien en activité, des mesures qui tiennent compte de la situation. Parfois, quand on atteint un certain âge, on a de la peine à rester en activité dans une activité initiale. Si je reprends l'exemple de la profession d'infirmière ou des professions soignantes, c'est typiquement une profession où, à un moment donné, ça devient physiquement difficile, ça peut devenir physiquement difficile, et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on a perdu en compétences, et donc il faut aller chercher à utiliser ces compétences-là dans un autre cadre pour permettre ce maintien en activité. Mieux valoriser l'engagement des aînés au service de la collectivité. Alors, on en parlera tout à l'heure sur les indemnités forfaitaires pour les proches aidants. Mais c'est aussi de donner de la visibilité. En fait, aujourd'hui, on a presque l'impression de souffrir de jeunisme. On veut des femmes, on veut des jeunes. Alors, j'estime encore à mon âge rentrer dans ces deux catégories. Mais dans beaucoup de comités où je suis ou de mandats politiques ou même au sein de mon engagement professionnel, j'ai la chance de côtoyer des personnes plus âgées à qui on ne donne pas forcément de visibilité, et je trouve ça dommage. On doit avoir une campagne de communication forte autour de cet engagement des aînés, parce que si on cherche aujourd'hui des jeunes qui ont envie de s'engager, ça passera aussi par l'engagement d'aînés en termes de parrainage et d'accompagnement. Et c'est cette approche commune qui ne vise pas à faire du jeunisme, mais à miser sur la complémentarité de ce que chacun peut apporter, qui va être positive. Et puis, 3, c'est améliorer l'accompagnement des situations de dépendance en termes de soins médicaux et non médicaux.
Typiquement, dans les soins à domicile, il y a souvent beaucoup d'intervenants, ce qui peut évidemment rendre plus difficile le suivi. Mais ça, c'est un élément où voilà, les aînés vont apprécier de retrouver, par exemple, la même personne, ou disons pas trop d'intervenants au fur et à mesure des jours. Et je pense que c'est quelque chose que l'on peut faire dans le cadre des institutions de soins à domicile, de miser sur la continuité du suivi. Et puis aussi de se dire, en fait, non, il y a beaucoup de personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques. Hein. On peut souffrir de diabète, de cholestérol, une maladie comme ça, 20, 30, 40 ans. C'est accepter de l'instabilité dans la chronicité. C'est-à-dire qu'il y a des situations chroniques qui tout à coup vont décompenser, les gens vont être moins bien, vont par exemple avoir besoin de plus de soutien. Et l'objectif doit être le retour à la situation ante le plus rapidement possible. Typiquement, pour que par exemple les hôpitaux mettent en place des retours à domicile précoces, qu'ils imaginent déjà le retour à domicile, quand est-ce qu'il pourrait se faire au moment de l'entrée à l'hôpital. Et puis, miser aussi sur une hospitalisation à domicile plus aboutie. On a souvent l'impression que les soins à domicile concernent plutôt les soins de base, les aides à la toilette, les aides pour faire les courses, pour faire les repas. Et puis, en fait, il y a tout un panel de choses très techniques qui peuvent être faites à la maison et qui peuvent permettre, qui sont en fait beaucoup plus souvent en fait pour des patients plus jeunes, voire même des enfants. Je veux dire, il y a des prises en charge d'enfants qui sont malheureusement atteints de maladies graves comme le cancer, comme un cancer, et qui vont pouvoir rester à la maison avec un encadrement très fort. Et c'est moins systématique pour les aînés et je pense que c'est quelque chose dans lequel on doit aujourd'hui basculer. La technologie, la télémédecine nous permet aussi de pouvoir le faire. Et ça, c'est quelque chose où on sait que chacun est mieux chez soi. Quand en général, on demande aux personnes âgées où est-ce qu'elles veulent être, elles vous répondront rarement à l'hôpital ou dans une maison de convalescence ou dans un EMS. Les personnes souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible. Et nous devons, au niveau politique, avoir un cadre qui favorise ça, y compris au travers de soins non médicaux. Voilà, par exemple, les repas à domicile, ça s'est beaucoup développé, mais on peut aussi imaginer des établissements qui, par exemple, ouvrent leurs espaces de restauration dans certains EMS, mais aussi dans des espaces de vie un peu différents dans les nouveaux quartiers, où en fait les personnes âgées peuvent aller manger au même tarif, et puis c'est aussi reconnu en partie par les assurances maladie. Donc, c'est plutôt que de garder l'aîné chez lui avec un cadre fixé, c'est aussi de l'encourager dans le cadre de sa prise en charge à sortir et à aller au contact. Le quatrième point, c'est permettre le maintien à domicile en augmentant notamment l'offre en logement adapté, ce qu'on appelle les immeubles avec encadrement pour personnes âgées. C'est une forte demande que l'on a aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut construire ces logements adaptés. Ne pas oublier aussi qu'on culpabilise souvent les seniors en disant oui, mais bon, tous ces gens qui vivent, ils ont 80 ans, ils restent dans leur immense appartement. Mais en même temps, si en échange de votre immense appartement, la seule chose qu'on vous propose, c'est un studio à l'autre bout de la ville pour le même tarif, c'est évident que ça ne va pas être incitatif pour la personne âgée de libérer son logement pour une famille ou peut-être pour voilà, un couple qui envisage de construire une famille. À Genève, le marché de l'immobilier est très, très tendu, on le sait, c'est difficile de trouver des logements. Et on peut imaginer, par exemple, un pacte entre l'État, certaines régies et certaines associations pour s'engager à proposer non seulement, bien sûr, il y a les logements adaptés au niveau médical, mais pour aussi proposer des logements qui sont adaptés à des personnes âgées avec une taille plus petite et où les personnes âgées pourraient libérer des logements plus grands, mais en échange bénéficier, par exemple, d'un appartement dans le même quartier avec un appartement qui est qualitatif, qui peut être plus adapté aussi au niveau ergonomique. Typiquement, si on regarde beaucoup de vieux appartements ont des baignoires, c'est pas forcément adapté pour des aînés qui vont pas pouvoir nécessairement rentrer dans une baignoire jusqu'à 80 ou 85 ans. Donc ça paraît bête, mais c'est miser sur le bon sens en se disant si on propose quelque chose de qualitatif, alors on permettra aussi de libérer des logements qui sont aujourd'hui grands et plus nécessairement adaptés aux aînés.
Le cinquième point, c'est une indemnité forfaitaire pour les proches aidants. C'est toujours très difficile à quantifier, mais si on regarde aujourd'hui, vous pouvez par exemple déduire vos frais de garde pour vos enfants, que ce soit la crèche, une maman de jour ou une aide à domicile. Mais typiquement, la grand-maman qui aujourd'hui s'occupe de ses enfants, de ses petits-enfants, pardon, un jour, 2 jours ou 3 jours par semaine, elle n'a aucune reconnaissance pour ça. Et pourtant, c'est précisément son travail qui permet aux plus jeunes, aux parents, aux femmes, de rester en emploi, d'aller travailler sans être stressé, de devoir rentrer à la minute. Alors, au-delà du fait que beaucoup le font en guillemets par amour, je pense qu'il y a une limite à ce qu'on fait par amour. Et puis surtout, notre société peut aussi reconnaître ce rôle-là. Et on estime qu'il faudrait évaluer la faisabilité d'une déduction fiscale ou d'une indemnité forfaitaire pour celles et ceux qui aujourd'hui soulagent aussi les infrastructures des communes ou des cantons, parce que un enfant qui est gardé par ses grands-parents, eh bien, c'est une place de crèche pour quelqu'un d'autre qui n'a pas nécessairement cette ressource. Et puis, il y a toute cette génération sandwich, comme on l'appelle, qui a aujourd'hui peut-être entre 55 et 65 ans, et qui s'occupe de ses parents et qui s'occupe de ses petits-enfants, en étant toujours en relais, en fait. Ça enlève vraiment une tâche, en guillemets, aux infrastructures de soins à domicile, aux infrastructures de la petite enfance. Et c'est du boulot. Et on estime qu'il serait juste aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance pour tous les proches aidants. Et puis, la dernière mesure, c'est la lutte contre la précarité, qui, je pense, va être un gros enjeu sur les prochaines années. On pourrait imaginer, par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle d'indexer les salaires parce que le coût de la vie augmente, donc on estime que les salaires doivent augmenter. Pourquoi est-ce qu'on n'estime pas que les rentes des personnes âgées ou des gens à la retraite devraient aussi augmenter, puisqu'ils sont touchés par l'augmentation du coût de la vie, comme tout le monde. On pourrait imaginer le même principe pour les prestations complémentaires auxquelles certains et certaines ont droit. Et puis, pareil, les subsides d'assurance maladie, on pourrait aussi les indexer sur le coût de la vie. Et ce dernier point, il est très important pour éviter le renoncement aux soins. Malheureusement, notre système d'assurance maladie est fait de manière telle que, en fait, vous allez être incité à prendre des assurances qui sont moins chères par mois parce que c'est une dépense immédiate, mais qui seront avec une franchise, donc une participation au coût beaucoup plus élevée. On peut imaginer, il y a des franchises, la plus élevée, c'est 2500 francs. Sauf que si vous êtes malade, ça signifie que vous devez payer chaque année 2500 francs, les 2500 premiers francs de votre poche. C'est une somme conséquente que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Et on se trouve parfois dans des situations de renoncement, en fait, aux soins, avec des personnes qui vont pas consulter, peu consulter, ou qui vont consulter malheureusement trop tard, parce qu'elles ont peur des frais qui seront à leur charge. Et ça, on doit absolument l'éviter, parce que les coûts, en fait, à moyen et à long terme seront beaucoup plus élevés. Et puis, on peut trouver parfois des situations dramatiques de personnes qui arrivent, par exemple, en disant « Oui, mais j'ai mal au ventre depuis 6 mois. » Et puis, en fait, on se trouve avec un diagnostic de cancer qui, s'il avait été pris plus tôt, aurait pu être traité mieux, plus rapidement et avec des chances de guérison améliorées. Donc voilà, le renoncement aux soins, c'est une réalité pour beaucoup de seniors. Et c'est un élément clé que de permettre à des personnes qui aussi, au final, ont cotisé toute leur vie. Notre assurance maladie est basée sur un principe de solidarité, où vous payez même quand vous n'êtes pas malade, pour le jour où si jamais vous avez un problème de santé. Et souvent, une personne qui va tomber malade à 65 ou à 70 ans va se retrouver avec des frais très importants. Et je pense qu'il est dans notre devoir, en fait, de solidarité, qui est un des piliers de ce système de santé, d'éviter à tout prix que quiconque renonce aux soins à cause de la charge financière. Voilà un petit peu le panel que j'imagine aujourd'hui au niveau politique comme étant des mesures et des discussions que nous devons avoir pour permettre à chaque aîné de vivre dans la dignité
jusqu'au bout et d'être considéré, d'avoir une place dans la société. Et évidemment, je me tiens à votre disposition pour une discussion et toutes les questions que vous pourriez avoir. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.